Commençons par un son que tout le monde reconnaît. La cloche d'ouverture des marchés. Elle est censée annoncer une nouvelle journée de dynamisme, d'investissement, de croissance, l'arrivée de nouvelles entreprises pleines d'ambition. Mais à Londres, ce son ne résonne plus de la même façon. Aujourd'hui, il sonne presque creux. Comme un écho dans une salle qui se vide. Et ce sentiment n'est pas qu'une impression. Il repose sur un fait brutal, désormais officiel. Pour la première fois depuis des décennies, Londres a totalement disparu du classement des 20 principales places mondiales où une grande entreprise a choisi de faire son entrée en bourse. Ce qu'on appelle une IPO. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. Une entreprise nouvelle, innovante, avec une ambition mondiale, qui cherche une scène internationale, et qui ne considère même plus Londres. L'argent qui devait financer les futurs géants de demain s'est évaporé. En un an, les montants levés ont chuté de près de 70%. Pas besoin d'être économiste pour comprendre ce signal. Si vous êtes une start-up qui rêve de devenir un acteur mondial, Londres n'est plus votre tremplin naturel. C'est comme si le plus grand forum de recrutement du pays se retrouvait sans nouvelles entreprises à présenter. Et sans renouvellement, surasphyxie l'avenir. Il ne s'agit pas d'une mauvaise semaine à la bourse. C'est un symptôme bien plus profond, la machine censée produire la richesse future est en panne. Alors, une question s'impose, où est passée toute cette énergie? Où est allé cet argent? Pour comprendre, il faut parler du Brexit. Mais oublions un instant les débats politiques et les slogans. Ici, on parle de réalité concrète, physique, des mouvements de personnes, de capitaux, d'actifs. Après le vote du Brexit, les règles ont changé. Pour continuer à opérer librement au sein du gigantesque marché unique européen, les institutions financières avaient besoin d'une présence directe dans l'Union européenne. Et elles ont agi. Sans grandes annonces parfois, mais avec une efficacité redoutable. Plus de 440 grandes banques, compagnies d'assurance et sociétés d'investissement ont déplacé des fonctions clés, des sièges juridiques, des équipes stratégiques. Elles ont été exportées avec elles plus de 1000 milliards de dollars d'actifs vers Dublin, Paris, Francfort ou Amsterdam. Des milliers d'emplois hautement qualifiés ont suivi. Et c'est là l'élément essentiel, ce mouvement n'était pas temporaire. Ce n'était pas une parenthèse. C'était une refonte durable de la carte financière européenne. Londres n'a pas seulement perdu des parts de marché. Elle a vu se construire, de l'autre côté de la Manche, un nouveau réseau financier interconnecté, dépendant de Paris, Francfort et Amsterdam, tout en laissant Londres plus en périphérie. Ce départ massif de capitaux n'était pas un geste politique. C'était l'acceptation d'une nouvelle réalité. Après les entreprises et les capitaux, parlons maintenant des individus. Plus précisément, de ceux qui ont le plus de moyens, et donc le plus de choix. L'an dernier, le Royaume-Uni a enregistré la plus forte perte nette de millionnaires au monde. Des milliers de grandes fortunes ont décidé de s'installer ailleurs. Ce n'est pas simplement une histoire de gros titres dans la presse people. C'est un indicateur. Posez-vous la question, si vous disposez de 10, 50 ou 100 millions d'euros, où choisirez-vous de vivre? Où placeriez-vous votre patrimoine pour maximiser la sécurité, la qualité de vie et la fiscalité? Ces personnes ne se déplacent pas seulement à leur domicile. Elles déplacent leurs investissements, leurs entreprises, leur consommation. Elles se tournent vers des pays au cadre fiscal clair et attractif, certaines régions d'Italie, le Portugal, ou encore les Émirats arabes unis. Ce sont des votes silencieux, mais puissants. Des votes faits avec leurs pieds, et leurs comptes bancaires. Quand ceux qui peuvent vivre n'importe où choisissent de ne plus vivre à Londres, cela dit quelque chose de fondamental sur la confiance. Puis sont venues les défections les plus symboliques, celles des grandes entreprises britanniques elles-mêmes. Pas des sociétés obscurcies. Des réussites nationales. Des entreprises nées et développées au Royaume-Uni, qui regardent le monde et concluent que Londres n'est plus la meilleure rampe de lancement. Prenons Wise, l'un des fleurons de la fintech londonienne. En 2024, l'entreprise a décidé de déménager sa cotation principale vers New York. Un scénario déjà observé avec d'autres groupes. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient de meilleures valorisations, davantage de liquidités et une attention bien plus obtenir forte des investisseurs. Imaginez l'impact psychologique. Pour un entrepreneur tech à Londres aujourd'hui, le message est clair, pour devenir un géant mondial, il faut regarder vers l'ouest, au-delà de l'Atlantique. Londres se retrouve à courtiser des talents venus d'ailleurs, tout en voyant à partir de ce qu'elle a elle-même formé. C'est une crise d'identité. Et pour l'instant,
la capitale britannique peine à convaincre ses propres élites. Alors, si Londres n'est plus le centre, où vont ces entreprises ambitieuses? Dans la majorité des cas, la réponse est simple, les États-Unis. Wall Street. Et la raison tient en un mot, l'échelle. Les marchés financiers américains sont les plus profonds et les plus liquides du monde. Si vous devez lever $1 milliard, préférez-vous une piscine municipale ou l'océan? Les États-Unis, c'est l'océan. Des fonds gigantesques, des caisses de retraite colossales, une masse d'investisseurs sans équivalent. Cela crée ce que les analystes appellent une première de liquidité. Concrètement, une entreprise vaut souvent plus cher à New York simplement parce qu'il y a plus d'acheteurs et de vendeurs. Le cours est plus élevé, les fondateurs s'enrichissent davantage et l'entreprise gagne une puissance financière décisive. Pour un dirigeant, le choix est presque mécanique. Mais l'histoire ne se limite pas à l'Amérique. L'Europe, longtemps éclipsée par Londres, a vu une opportunité, et l'a saisie. Paris, Amsterdam et Francfort n'ont pas été attendus passivement. Elles ont simplifié les règles, offert des incitations fiscales et envoyé un message clair, installez-vous ici, et nous facilitons la tâche. Résultat, une grande partie des échanges en euros, autrefois traités à Londres, doivent désormais légalement avoir lieu dans l'Union européenne. Les banques ont déplacé des milliers de salariés et des milliers de milliards d'actifs. Bruxelles a même fixé un calendrier pour rapatrier la compensation des produits dérivés en euros, une activité extrêmement lucrative. L'Europe ne récupère pas des miettes. Elle reconstruit volontairement sa souveraineté financière. Et pendant ce temps, le centre de gravité économique mondial se déplace vers l'Est. Des hubs comme Singapour ou Hong Kong s'imposent. Leur stratégie n'est pas d'attaquer Londres frontalement, mais de se positionner comme des zones neutres, stables, dans un monde fragmenté. Stabilité politique, droit inspiré du common law britannique, politique favorable aux affaires, pour un entrepreneur indien, un milliardaire indonésien ou une grande famille chinoise, ces villes deviennent des choix évidents pour gérer leur fortune mondiale. Elles captent la richesse de la région la plus dynamique du XXIe siècle. Pendant ce temps, Londres s'est retrouvée prisonnière de son propre système. Fiscalité complexe, réformes lentes, règles parfois floues. À l'inverse, d'autres pays proposaient des régimes clairs, simples, attractifs. Dans un monde ultra-concurrentiel, cette lourdeur est devenue un handicap majeur. Et peut-être le signal le plus inquiétant concernant l'avenir. Londres est excellente pour faire naître des startups. Mais lorsque ces entreprises grandissent et veulent devenir des géants mondiaux, elles partent. C'est ce qu'on appelle le « funding gap ». La bourse londonienne sait valoriser les banques, les mines, le pétrole. Mais elle peine à comprendre les entreprises fondées sur les logiciels, la donnée, la propriété intellectuelle. Les investisseurs prêts à mettre massivement sur le futur sont majoritairement aux États-Unis. Le schéma est toujours le même, l'idée naît à Londres, se développe à Londres, puis s'envole vers New York pour son entrée en bourse. Londres plante les graines, mais ne récolte pas les arbres géants. L'époque d'un seul centre financier dominant la planète est révolue. Nous entrons dans un monde multipolaire, avec plusieurs hubs spécialisés. Londres peut encore exceller, le marché des devises, les services juridiques, la finance verte et durable. Son avenir n'est plus d'être le centre unique, mais un nœud stratégique majeur dans un réseau mondial. La vraie question est de savoir si Londres deviendra le pont indispensable entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. La couronne n'a pas été transmise. Elle s'est fragmentée. Et Londres doit désormais apprendre à prospérer dans ce nouveau monde, plus dense, plus compétitif, et bien moins indulgent. Alors, après cet exode, cette concurrence et ces erreurs, Londres est-elle condamnée? Non. Mais le monde a changé.